Appliquer les équations de Maxwell dans le vide, comment passer de Maxwell à l'équation de propagation du champ électrique dans le vide, appelée l'équation d'Alembert. Afin de déterminer l'équation de propagation du champ électromagnétique dans le vide, eh bien, rappelons les équations de Maxwell au nombre de 4 dans le vide. L'équation de Maxwell-Gauss, divergence de E égale ρ sur epsilon 0, c'est-à-dire 0 ici. L'équation de Maxwell-Flux ou Maxwell-Thomson, divergence de B égale à 0. L'équation de Maxwell-Faraday, rotationnelle de E égale moins la dérivée partielle du champ magnétique par rapport au temps. Et l'équation de Maxwell-Ampère, avec J, le vecteur densité de courant nul dans le vide, rotationnelle de B égale epsilon 0 mu 0 fois la dérivée du champ électrique par rapport au temps. Ces équations sont des équations couplées. E et B apparaissent dans ces différentes équations. Pour les découpler, c'est-à-dire obtenir une équation vérifiée uniquement par E, eh bien on peut utiliser la relation d'analyse vectorielle rappelée ici, qui dit que le rotationnel du champ E, par exemple, est égal au gradient de la divergence du champ E moins le Laplacien vectoriel du champ E. Utilisons la relation précédente, qui se réécrit ici, rotationnel du champ électrique égale moins le Laplacien de E, puisque la divergence de E vaut 0. Remplaçons le rotationnel de E par moins la dérivée partielle du champ B par rapport au temps, d'après l'équation de Maxwell-Faraday. On peut intervertir les dérivées d'espace et les dérivées temporelles. Écrire ainsi que moins la dérivée par rapport au temps du rotationnel de B égale moins le Laplacien de E. Mais le rotationnel de B est égal, d'après l'équation de Maxwell-Ampère, à epsilon 0 mu 0 fois la dérivée de E par rapport au temps. On obtient ainsi epsilon 0 mu 0 fois la dérivée seconde de E par rapport au temps égale Laplacien du champ électrique. On obtient ainsi l'équation d'Alembert pour le champ E et on pourrait trouver exactement la même équation pour le champ B. Réécrivons l'équation obtenue, l'équation de propagation du champ électrique, l'équation d'Alembert. C'est une équation classique de propagation des ondes qui a été établie au XVIIIe siècle lors de l'étude des vibrations du cordes tendues. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs l'équation des cordes vibrantes, l'équation donc d'Alembert. On peut la réécrire sous cette forme traditionnelle où l'on a remplacé 1 sur epsilon 0 mu 0 par c carré. Et cette équation traduit un phénomène ondulatoire de propagation à la célérité petit c. Nous allons maintenant étudier la propagation d'une onde électromagnétique progressive harmonique, ce que l'on peut appeler une OPPH. Nous nous limiterons ainsi, en notation complexe, à un champ électromagnétique E, en un point M, à un instant t, de la forme E0 fois l'exponentielle de I, facteur de oméga t moins K scalaire R, ce qui donne, en notation réelle, E0 fois le cosinus de oméga t moins K scalaire R. Le champ électrique est ainsi une onde qui se propage dans la direction du vecteur K. Et nous allons déterminer les propriétés de ce champ électrique, c'est-à-dire l'expression du vecteur d'onde, l'expression du champ magnétique, et nous verrons aussi l'aspect énergétique de la propagation d'une onde électromagnétique dans le vide. Commençons par la relation de dispersion, c'est-à-dire la relation entre K et oméga. Le champ électrique E, en complexe, s'écrit donc sous la forme E0 exponentielle de I, oméga t moins K scalaire R, c'est-à-dire la coordonnée K indice X du vecteur d'onde fois KY fois Y plus KZ
fois z. On s'est placé donc en coordonnées cartésiennes avec le vecteur R de coordonnées x, y, z et le vecteur K de coordonnées kx, ky, kz. Que vaut alors par exemple la divergence du champ électrique? Quand on utilise les coordonnées cartésiennes, on peut écrire que div de E est égal à nabla scalaire E, c'est-à-dire dérivée partielle par rapport à x, dérivée partielle par rapport à y, dérivée partielle par rapport à z, scalairement, la coordonnée selon x du champ électrique, la coordonnée selon y et la coordonnée selon z. Ainsi, nabla scalaire E peut s'écrire sous la forme d sur dx, d sur dy, d sur dz, le vecteur nabla, scalairement le vecteur ex, ey, ez. Ainsi, la divergence de E apparaît comme la dérivée partielle de ex par rapport à x, c'est-à-dire, vu les propriétés de l'exponentielle, moins ikx fois la coordonnée selon x, moins ik fois la coordonnée selon y, moins ik fois la coordonnée selon z. Et l'on remarque que la divergence du champ électrique se traduit finalement par le produit scalaire du vecteur moins ik avec le champ électrique. On remarque ainsi que l'opérateur nabla est équivalent au vecteur moins ik. Dans l'équation de d'Alembert que nous venons d'établir, apparaît le Laplacien du champ électrique, qui va donc valoir ici nabla au carré, appliqué au champ électrique, c'est-à-dire ici moins k au carré fois le champ électrique. De même, la dérivée partielle du champ électrique par rapport au temps apparaît ici égale à moins oméga carré fois le champ électrique, puisque c'est le produit de i oméga par i oméga fois le champ électrique. En reportant dans l'équation de d'Alembert, eh bien on obtient moins k au carré fois le champ électrique plus oméga carré sur c carré fois le champ électrique est égal à 0. D'où la relation très simple de dispersion des ondes dans le vide, K égale oméga sur C. Intéressons-nous maintenant à la structure de cette onde électromagnétique. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on peut dire des vecteurs E, B et K? Comment sont-ils les uns par rapport aux autres? Et comment les calculer de manière un peu plus précise? Remarquons, nous venons de le voir, que dans ce formalisme complexe, le vecteur nabla est équivalent au vecteur moins i fois le vecteur d'onde k. La dérivée partielle par rapport au temps est équivalente à un produit par i oméga. Nous allons utiliser ce formalisme pour réécrire les équations de Maxwell sous forme complexe. La divergence du champ électrique s'écrit nabla scalaire E, c'est-à-dire avec le formalisme que l'on vient de rappeler, moins ik scalairement le champ électrique, et c'est donc égal à 0. De même, la divergence du champ magnétique, c'est-à-dire nabla scalaire le champ magnétique, est égale à moins ik scalaire le champ magnétique, égal à 0. De même, rotationnel de E peut s'écrire moins ik vectoriellement le champ E, nabla vectoriellement le champ E. Et c'est donc égal à moins la dérivée par rapport au temps, c'est-à-dire moins i oméga fois le champ magnétique. Et enfin, pour rotationnel de B, égal à nabla vectoriellement B, c'est-à-dire moins ik vectoriellement B, égal à 1 sur c carré fois i oméga fois le champ électrique. Il apparaît ainsi que k scalaire E est égal à k scalaire B égal à 0, et que le champ magnétique B peut s'écrire sous la forme k divisé par oméga, vectoriellement, le champ électrique. Il apparaît ainsi que le champ E est perpendiculaire au vecteur k, donc à la direction de propagation. Le champ B est également perpendiculaire à la direction de propagation.
Et enfin, cette relation nous montre que le trièdre constitué des vecteurs k, e et b est direct, et que le vecteur b, par conséquent, est perpendiculaire non seulement à k, mais également au champ électrique. On peut ainsi représenter la structure de l'onde électromagnétique dans le vide tout d'abord par ce premier schéma très simple, où l'on a représenté un plan d'onde, c'est-à-dire un plan dans lequel les vecteurs E et B sont à un instant donné constants. Le champ E est perpendiculaire au champ B, ces deux champs étant perpendiculaires à la direction de propagation qui a été choisie ici selon le vecteur UZ. On peut aussi compléter ce que l'on vient de dire à l'aide d'une figure un petit peu plus détaillée, où l'on a représenté le champ électromagnétique oscillant en fonction du temps et se propageant vers la droite, le champ magnétique, lui également, se propageant toujours vers la droite en étant perpendiculaire au champ électrique, le vecteur k, lui, étant donné par k fois le vecteur uz. Nous venons de voir ainsi la relation de dispersion, la relation entre k et oméga. Nous avons vu aussi la structure de l'onde électromagnétique qui permet de connaître par exemple le champ magnétique connaissant le champ électrique. Intéressons-nous maintenant à l'aspect énergétique, densité d'énergie, vecteur de Poynting, puissance. Rappelons la définition de la densité d'énergie électromagnétique qui est la somme de la densité d'énergie électrique, 1,5 de epsilon 0 E carré, et de la densité d'énergie magnétique, 1 sur 2 mu 0 fois B au carré. Et nous allons la déterminer dans le cas d'une polarisation rectiligne du champ électrique selon OX et qui se propage selon l'axe OZ. Et nous nous placerons en notation réelle, on expliquera cela un petit peu plus tard. Le champ électrique s'écrit donc sous la forme E0 cosinus de oméga t moins kz puisque la propagation s'effectue selon z dans le sens positif, et fois le vecteur ux puisque le champ électrique est polarisé selon ux. La densité d'énergie électrique égale à 1,5 de epsilon 0 E carré devient alors tout simplement 1,5 de epsilon 0 fois E0 au carré fois le cosinus au carré de oméga t moins kz. Afin de déterminer la densité d'énergie magnétique, il faut déterminer le champ magnétique de l'onde. Ce champ magnétique est donné par la relation de structure K sur oméga, vectoriellement le champ électrique. K sur oméga vaut tout simplement UZ divisé par C, d'après la relation de dispersion K sur oméga est égal à C. Et le produit vectoriel UZ vectoriellement UX donne UY. Il reste finalement E0 sur C fois le cosinus de oméga t moins kz fois le vecteur UY. On revoit bien que le champ électrique et le champ magnétique sont perpendiculaires, également tous les deux perpendiculaires à la direction de propagation. La densité d'énergie magnétique, qui vaut 1,5 de B carré sur mu 0, peut s'écrire ainsi 1,5 de E0 carré sur mu 0 C au carré fois le cosinus au carré de oméga t moins kz. En remarquant que 1 sur mu 0 C carré est égal à 1 sur epsilon 0, eh bien on constate que la densité d'énergie magnétique est égale à la densité d'énergie électrique. On aboutit finalement à l'expression de la densité d'énergie électromagnétique en fonction du temps, epsilon 0 E0 carré fois le cosinus au carré de oméga t moins kz, dont on prendra la valeur moyenne, plus pertinente, qui vaut 1,5 de epsilon 0 fois E0 au carré, puisque la valeur moyenne d'un cosinus au carré temporel est égale à 1,5. Évaluons maintenant le vecteur de Poynting, qui est équivalent à une puissance surfacique véhiculée par l'onde. Par définition, le vecteur de Poynting vaut le produit vectoriel du champ électrique par le champ magnétique sur mu 0. Et là, essayons d'utiliser les notations complexes
pour le champ électrique et le champ magnétique. Mais dans ce cas-là, nous ne pourrons calculer que la valeur moyenne du vecteur de Poynting, qui est égale à 1,5 de la partie réelle de 1 sur mu0 fois le champ électrique, vectoriellement le champ magnétique complexe, dont on prend l'expression conjuguée. Ainsi, la valeur moyenne du vecteur de Poynting peut donc s'écrire sous la forme 1 sur 2 mu0 fois la partie réelle du champ électrique complexe, c'est-à-dire E0 exponentielle de I facteur de oméga t moins kz fois le vecteur Ux. Vectoriellement, le champ magnétique complexe, qui est, d'après la relation de structure, E0 sur C, exponentielle de I oméga t moins kz, dont on prend l'expression conjuguée. On obtient ainsi les exponentielles, le produit fait 1. Il reste donc tout simplement 1 sur 2 mu0 fois E0 carré sur C fois le vecteur UZ. Et finalement, la valeur moyenne du vecteur de Poynting de l'onde peut s'écrire sous la forme 1,5 de epsilon 0c fois le champ électrique E0 au carré, le tout porté par le vecteur UZ, qui correspond bien à la direction de propagation de l'onde électromagnétique, qui est donc associée à la direction de propagation de l'énergie de l'onde. Le vecteur de Poynting permet de calculer la puissance surfacique véhiculée par l'onde. Il suffira, si maintenant on dispose d'une surface S qui est perpendiculaire à l'axe OZ, perpendiculaire à la direction de propagation, il suffira de multiplier le vecteur de Poynting en valeur moyenne par la section petit s pour obtenir la puissance moyenne, par exemple reçue par ma main si je lui envoie un faisceau laser. Cette puissance est donnée par cette relation. À vous et à moi de jouer maintenant. Prenons justement le cas d'un faisceau laser. Un faisceau cylindrique de section droite, par exemple petit s, égale 1 mm², et supposons que la puissance moyenne de ce faisceau laser soit de 1 mW. Et l'on suppose également que l'onde émise est polarisée rectilignement, comme dans le cas du cours, dans la direction du vecteur Ux, par exemple. Nous allons déterminer les expressions du champ électromagnétique de ce faisceau laser, connaissant la puissance et la section. Je vous laisserai faire les calculs en utilisant les résultats du cours. Le champ électrique E0 s'exprime en fonction de la puissance, on vient de le voir, et le champ magnétique, lui, s'obtient grâce à la relation de structure entre le champ magnétique et le champ électrique. Dans le vide, cette relation est toute simple. Le champ magnétique, c'est le champ électrique divisé par C. Retenez quelques ordres de grandeur sur le champ électrique et le champ magnétique assez faible de ce faisceau laser. Nous allons par contre détailler maintenant le calcul qui permet d'arriver à la densité de photons dans ce faisceau laser. On peut tracer la figure suivante avec le faisceau cylindrique du laser de section transverse S se propageant de la gauche vers la droite. Et on rappelle que n étoile est la densité de photons dans le faisceau. Considérons un cylindre de hauteur c, vitesse des photons, que multiplie dt. Tous les photons compris dans ce volume vont, pendant dt, traverser la surface S. Ainsi, la puissance lumineuse qui traverse la section S est égale au nombre de photons dans ce volume, c'est-à-dire la densité de photons que multiplie le volume, qui vaut S fois C fois dt. On a ainsi écrit le nombre de photons qui traversent pendant dt cette surface S. Pour avoir leur énergie, il suffit de multiplier par l'énergie d'un photon, qui vaut h, la constante de Planck, fois nu, la fréquence du rayonnement. Et pour avoir une puissance, on divise l'énergie qui a traversé la section par dt. On obtient ainsi P égale n étoile S
C fois H fois nu.